Nous sommes début novembre. Nous sommes à Paris. Nous sommes actuellement confinés. C'est notre deuxième confinement, celui d'hiver 2020. Officiellement, si on remplit une attestation et qu'on la signe sur l'honneur, nous avons l'autorisation de sortir de chez nous. Il y a plusieurs options, plusieurs raisons pour lesquelles nous avons le droit de nous déplacer. Et franchement, aujourd'hui, avant cette balade, je ne savais pas quelle option choisir. Est-ce qu'il fallait que je coche déplacement professionnel ne pouvant pas être différé ou déplacement bref, quotidien, dans la limite d'une heure et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile lié à l'activité physique individuelle. J'ai finalement coché les deux. Je me suis dit que s'il y a un policier qui me demande l'attestation, je vais pouvoir lui expliquer mon problème. Et il va sûrement être compréhensif. Et aussi, je me suis dit, il faut probablement mieux avoir trop de réponses parmi lesquelles il y a une qui est bonne qu'une seule réponse qui n'est pas bonne. Dans les deux options que j'ai cochées sur mon attestation, on a le droit de se déplacer soit seul, soit uniquement avec des personnes regroupées dans le même domicile. Alors aujourd'hui, pendant ma promenade quotidienne, je marche seule. Mais je vous imagine marcher à côté de moi. Et j'imagine vous parler comme si nous étions côte à côte. Je ne vous connais pas, probablement. Vous ne me connaissez pas, probablement, non plus. Je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas non plus. Et c'est très bien comme ça. Au début, ça a censé être une interview. Barbara et Agustina, que vous ne connaissez probablement pas non plus, mais qui vivent à Buenos Aires, m'ont envoyé quelques questions. Les questions sont arrivées dans un email pendant la nuit. Et elles voulaient surtout savoir comment je travaille et comment je conçois l'idée de répétition. Et plus généralement, comment je conçois l'idée de la pratique artistique. Je vais donc profiter de cette balade pour construire une réflexion possible, tout en répétant mon parcours quotidien dans mon quartier. En français, le mot répétition suppose quelque chose qui revient, qui se fait plein fois à nouveau. Une répétition contient, j'imagine, l'idée de bien apprendre quelque chose, comme un enfant qui apprend un morceau de musique en le jouant plein de fois, ou comme une actrice qui apprend un texte en le disant à haute voix, ou une danseuse qui perfectionne sa danse en répétant des enchaînements de mouvements encore et encore. Pour moi, l'idée de travailler sur une pièce n'est pas tellement liée au rituel de répéter. Répéter les mêmes gestes ou les mêmes mots tous les jours. Même si parfois, cela peut être le cas.
les répétitions sont, comme les œuvres d'art d'ailleurs, les lieux de construction d'un monde possible. Dans ce sens, peut-être le mot croate proba, qui veut dire essai, et qui vient du mot allemand Probe, convient mieux à la réalité de ce processus de création. Il s'agit plutôt de essayer les nouveaux paradigmes, essayer les nouveaux points de vue, essayer de travailler différemment pour avoir les idées différentes. Depuis quelques années, j'ai ces drôles de métaphores dans la tête quand je pense au processus de travail et au processus de la création d'une œuvre. Créer une pièce ou répéter une pièce, c'est comme faire un voyage, comme faire une longue randonnée, une expédition, comme tracer un chemin vers un lieu possible, vers un endroit imaginé, vers un site inconnu que personne n'a jamais vu avant, mais qui devient visible, palpable et partageable une fois que la pièce est créée. Et quand on travaille dans les arts collectifs, comme c'est mon cas, on part avec toute une équipe pour faire ce voyage. Avant de partir, on s'équipe comme on peut. Parfois un peu mieux, parfois très peu. On prend avec nous le matériel qui pourrait nous protéger, nous diriger, nous conforter, nous nourrir. Une boussole, de l'eau, des cordes, la carte de territoire qu'on va parcourir. Mais comme personne n'a jamais parcouru exactement ce même chemin, malgré tout cet équipement, nous allons devoir employer beaucoup d'intuition, de vision, quelques savoir-faire et beaucoup de conviction. Nous allons devoir être concentrés et nous allons devoir avoir un peu de chance. Même si on va se diriger tous ensemble vers cet endroit, ce n'est pas garanti que nous allons arriver là où nous avons cru venir. Peut-être nous allons arriver à un autre endroit qui est aussi intéressant, ou même plus intéressant. Ce qui est sûr est qu'avec cette équipe-là, avec ce groupe de gens, nous allons avoir l'expérience partagée et commune de ce voyage. Ce voyage se fait sur plusieurs étapes. Parfois, après une journée de marche, on s'arrête pour faire un campement. On a parfois la sensation que nous avons bien progressé ou pas bien progressé, que nous avons resté sur le chemin prévu ou pas. Mais quoi qu'il arrive, nous nous réveillons chaque matin et nous partons dans la direction du lieu vers lequel nous nous dirigeons. Sur le chemin, on peut rencontrer des problèmes ou même des dangers. Mais en même temps, il y a aussi des journées magnifiques, géniales, des journées pleines de surprises et de découvertes. Et à la fin, quand on arrive là où on a essayé d'arriver, on peut se dire, ça y est, nous avons une pièce. Et cette pièce va être comme une sorte de réminiscence de ce voyage que nous avons parcouru avec tout le monde. Et chaque fois quand on invite des spectateurs à voir cette pièce, ça va être comme une espèce de tour guidé
de ce chemin parcouru pendant la période de répétition. Bon, pendant les représentations, nous allons être un peu mieux équipés, nous allons connaître le chemin un peu mieux. Mais à chaque fois, en faisant ce même chemin, en allant du même point A jusqu'au même point B, nous allons avoir des expériences différentes. Nous allons faire un voyage différent. Et c'est pourquoi il vaut la peine de jouer une pièce plein de fois. C'est à chaque fois une autre histoire. Et ça ne dépend pas seulement de ceux qui jouent la pièce et comment la pièce est jouée, mais aussi où elle est jouée, dans quelles circonstances et comment elle est regardée. Ça dépend beaucoup de ceux qui la regardent, car leur présence et leur engagement influencent massivement la pièce elle-même. Elle est recréée par chaque regard qui la porte. Et si la pièce est bien faite, elle a autant de versions qu'il y a des spectateurs dans la salle. Comment choisir l'équipe avec qui on part faire le voyage? Et curieusement, c'est souvent l'équipe qui nous choisit en vrai, qui se retrouve en elle-même. Dans ce processus, je suis uniquement une sorte de catalyseur. C'est un concours de circonstances, de rencontres et d'affinités qui nous fait construire ces petites communautés plus ou moins éphémères qui voyagent ensemble. Personnellement, j'essaye toujours de partir avec les gens qui ont beaucoup d'esprit, qui sont curieux, généreux, qui ne sont pas divaesques et qui s'intéressent aux autres. Les femmes et les hommes qui se passionnent autant de voyages qu'à la destination finale. Je ne voyage jamais avec les spécialistes ou avec ceux qui ont fait telle ou telle école, travaillé à telle ou telle discipline ou collaboré avec tel ou tel autre artiste. Plus nos références et bagages respectifs sont différents, plus riche notre rencontre va être et plus intéressant notre dialogue va devenir. Je ne lis jamais les CV des gens que j'invite à collaborer. Certains, je n'ai même jamais vus sur scène avant de travailler avec eux. Ce qui compte pour moi beaucoup, c'est leur voix. Leur voix personnelle, dans le sens concret, sa couleur, sa mélodie, l'invisible que cette voix porte, mais aussi leur voix dans le sens plus large, leur contribution dans cette union des voix, dans cette chorale qui devient ce collectif des collaborateurs. Barbara et Agustina voulaient savoir quel est mon point de vue sur la relation entre la fiction et la réalité dans mon travail. C'est un peu comme cette balade. Elle s'est réellement passée, mais elle est devenue une sorte de fiction aussi, une sorte d'histoire, comme Barbara et Agustina elles-mêmes. C'est des personnes réelles, mais comme vous ne les connaissez pas et vous ne les voyez pas, ils sont aussi devenus des caractères imaginaires de fiction. Dans une œuvre d'art vivant, le réel
pourrait peut-être défini comme tout ce qui n'est pas été décidé, composé, contrôlé ou écrit. Par exemple, le fait que le pantalon d'une interprète est froissé est un fait réel. Ou que le rideau du côté gauche de la scène est légèrement plus court que du côté droit, et cela ne fait pas partie du script, ça c'est réel. Ou le fait que quelqu'un a fait une faute de texte, ou que quelqu'un a trébuché sur scène, ou que quelqu'un a toussé dans le public. Tout ça c'est réel. Les corps et les présences de tout le monde dans la salle sont réels. L'odeur dans la salle est réelle, la température aussi. Et cette réalité-là influence la fiction. La pratique artistique en elle-même est comme un voyage, ou plutôt comme un fleuve. Il a un point de départ qui est souvent difficilement repérable, et puis il part vers la mer. La mer pourrait ici être vue comme l'histoire de l'art ou l'histoire de l'humanité, la collection de toutes les pratiques artistiques qui ont convergé les unes à côté des autres. Dans ce sens-là, une pratique artistique ne s'arrête jamais. Elle coule toujours avec l'intensité différente, avec la profondeur différente, plus ou moins visible, avec plus ou moins d'obstacles. Un artiste ou une artiste ne crée pas simplement des pièces. Elle a une pratique artistique. Les pièces sont juste les points visibles ou partagés avec les spectateurs. Et entre chaque pièce, la pratique artistique continue. Dans ce sens, un artiste pourrait être comparé avec un agriculteur. Il ou elle ne crée pas des fruits et des légumes. Elle soigne un écosystème qui, dans sa totalité, produit les fruits et légumes. Pour moi, il y a une différence fondamentale dans ces deux visions. La fin du processus de travail sur une œuvre est toujours le début de la création d'une autre ou plusieurs autres œuvres. Dans ce sens-là, ce n'est jamais vraiment une fin. C'est plutôt une suspension, comme les 3 petits points de suspension. Les questions mal posées ou pas suffisamment bien posées dans une œuvre deviennent la base d'une œuvre prochaine. Toutes les pièces sont les manches d'un même fleuve ou les branches d'un même arbre, les détours d'un même voyage. Et les points de rupture, c'est peut-être les moments où on change le cap, où on part dans la direction qui n'était pas initialement prévue, ou qui n'existe même pas sur la carte. En changeant le cap, souvent on part sur un bout de chemin qui n'est pas forcément très agréable, mais qui va finalement nous amener, nous et notre équipe, vers un endroit qui propose des points de vue importants et inspirants. J'ai l'impression que ces changements de cap sont souvent provoqués par une nécessité presque de survie, comme une certaine détresse, en tout cas par une impossibilité de continuer d'aller dans la direction dans laquelle on a été habitué d'aller. Comme les pièces ratées. N'importe quelle artiste sérieuse ou intéressante produit de temps en temps une pièce ratée. C'est très important.
La personne qui n'a jamais fait une faute n'a jamais essayé rien de nouveau. Et on ne change pas les paradigmes si on ne prend pas le risque. Parfois, en prenant le risque, on se casse la figure. Et même si momentanément, ces pièces peuvent être considérées comme ratées, elles sont ou elles vont devenir importantes. Peut-être plus pour les artistes eux-mêmes que pour les spectateurs, mais elles vont nous faire réfléchir plus en profondeur que les pièces à succès. Et elles vont nous aider à continuer le voyage et de ne pas nous scléroser. Sur ces différents voyages que j'ai faits avec les différentes équipes, en traversant les paysages variés et allant dans des directions multiples, il y a toujours eu des ressources qui m'aidaient à tenir debout, qui m'inspiraient à continuer de marcher. Tout d'abord, la curiosité de chercher et révéler l'invisible. Différentes formes d'invisible et leur potentiel d'inspirer l'imaginaire. Et puis, la confidence dans le corps. Mon propre corps, mais aussi le corps physique en général. Le corps physique comme un portail ouvert vers le monde sensoriel et sentient. Le monde qui nous a construits et que nous partageons avec les plantes, les animaux, les champignons, les rochers, les autres. Et puis aussi la fascination avec les marges, les lisières, les bordures, ces espaces entre deux espaces distinctifs, ces espaces en devenir, entre le visible et l'invisible, entre la scène et les coulisses, entre le champ et la forêt. Ces riches espaces où les genres et les disciplines se mixent, où les idées d'un système ou d'autres systèmes changent le statut, où il y a toujours un brassage des organismes et des formes qui créent de nouveaux possibles. Et puis finalement, une forte ancrage dans le travail collectif, une joie de partager les idées et les réflexions entre nous.